La parole est à Sergio Coronado pour 10 minutes. Bonsoir. Madame la ministre, chers collègues, je voudrais d'abord commencer cette intervention par des remerciements à notre collègue Dominique Raimbourg. Son rapport est une contribution indispensable au débat sur la surpopulation carcérale. J'ai eu l'occasion de le dire en commission des lois, sur le constat et sur les propositions avancées. Son travail rompt avec des années d'une politique de la peur, où chaque fait divers donnait lieu à un projet de loi, où la prison a été présentée comme la solution à l'ensemble des maux de notre société. J'espère donc que ce rapport permettra une réorientation de la politique pénale et carcérale. La question carcérale est une vieille histoire de notre droit. Dès 1876, notre droit posait le principe de l'encellulement individuel. Pour rappel, l'article 716 du Code de procédure pénale dit, et je cite, « Les inculpés prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire, ou si les intéressés ont demandé à travailler en raison des nécessités d'organisation du travail. » Je crois qu'on en est loin du respect de cet article. Quand en juin 2000, le législateur a souhaité revenir sur cette exception, il s'est laissé un moratoire de 3 ans. En juin 2003, un amendement a été introduit dans la loi sur la lutte contre les violences routières pour prévoir un nouveau moratoire de 5 ans. Quand ce moratoire prit fin en juin 2008, l'administration pénitentiaire a publié une circulaire dont les principes d'application sont pour le moins flous. Un an plus tard, l'article 100 de la loi pénitentiaire prévoyait un nouveau moratoire de 5 ans qui arrive à terme le 25 novembre 2014. Dans le même temps, nous n'avons cessé de multiplier les programmes de construction pénitentiaire. Pour mémoire, 13 000 places décidées en 86, 4 000 places en 95, plus de 13 000 places en 2002, et puis le nouveau programme immobilier, le plan de restructuration du parc immobilier, et puis la loi votée il y a 1 an par l'ancienne majorité pour porter à 80 000 places de prison notre parc pénitentiaire en 2017, sans qu'un seul financement n'ait été prévu. Nous avons heureusement abrogé cette loi. Nous ne devrions pour le moins compter environ 70 000 places en 2017. Cet élargissement du parc pénitentiaire s'est fait à crédit, et je pèse mes mots, dans des conditions totalement honteuses. Les partenariats publics-privés sont un véritable scandale d'État. Vous avez eu raison, Madame la Ministre, de les dénoncer. Je regrette que sur l'affaire du Palais de justice de Paris, vous n'ayez pas eu le pouvoir de conviction nécessaire pour être totalement suivi. Le montant des autorisations d'engagement, je le rappelle, qui reste à couvrir pour des crédits de paiement est de 5 446 milliards d'euros. Le contribuable français va payer pendant des années les cadeaux faits à Bouygues et à Vinci par l'ancienne majorité. Ces programmes n'ont jamais réglé la surpopulation carcérale. Au contraire, ils entretiennent l'illusion que l'on peut régler ce problème de surpopulation en augmentant indéfiniment le nombre de places en prison. En 1982, il y avait, je le rappelle, 31 551 détenus. Depuis, à chaque décennie, nous gagnons environ 10 000 détenus pour arriver au 1er février 2013 à plus de 77 000 personnes sous écrou, 66 746 personnes détenues et plus de 12 000 en surnombre. Cette hausse suit celle de l'augmentation du parc pénitentiaire. Depuis 30 ans, la justice a gagné en sévérité. Je ne suis pas sûr qu'elle ait gagné en efficacité, avec des peines de plus en plus longues et des incarcérations de plus en plus nombreuses pour des petits délits. La hausse du parc pénitentiaire explique aussi en partie la stagnation des mesures d'aménagement de peine ou d'alternatives à la prison, comme le travail d'intérêt général ou la libération conditionnelle. Nous l'avons dit, on ne sortira pas de la surpopulation carcérale en construisant sans cesse de nouvelles prisons à remplir. Toutes les études montrent en effet que, notamment pour les courtes peines, les alternatives à l'incarcération sont souvent plus efficaces pour lutter contre la récidive, car ces peines sont plus individualisées et permettent un meilleur suivi des détenus. Deux des causes de l'inflation carcérale sont connues, les peines planchers et la comparution immédiate. Faire le choix d'une politique pénale responsable, c'est refuser les peines planchers. La loi sur les peines planchers avait été mise en place pour officiellement lutter contre la récidive criminelle. Dans les faits,
Elle n'a touché que les délits, et en particulier les délits mineurs, les peines en cour d'assises étant souvent largement supérieures aux minima prévus, même pour les primo-délinquants. L'aggravation la plus importante dans les peines prononcées concerne les vols, les dégradations et les infractions à la législation sur le séjour. Comme l'a noté le magistrat Jean-Paul Jean, le niveau des peines y est 6 fois plus élevé après la loi qu'avant. Ont été en fait particulièrement concernés les toxicomanes, les personnes alcooliques, les personnes atteintes de troubles psychiatriques, sans qualification, en échec scolaire ou en rupture familiale. Si l'on voulait parler d'une justice de classe, on ne trouverait pas de meilleur exemple. Faire le choix d'une politique pénale responsable, c'est aussi lutter contre la justice d'abattage que représentent les comparutions immédiates. La LDH a mené une étude à Toulouse qui démontre le lien étroit entre la durée d'audience et la condamnation à une peine de prison. Cette justice d'abattage, intransigeante avec les petits délits, a abouti d'ailleurs à des drames humains qui ont fait parfois la une de nos quotidiens. Il y a 30 ans, on ne voyait pas tant de personnes en prison pour des délits mineurs, on ne voyait pas tant d'incarcération pour des défauts de permis, on ne voyait pas non plus de perpétuité réelle, on ne voyait pas non plus aussi nombreux les malades psychiatriques. L'abandon de certains patients, et c'est une question sur laquelle j'étais intervenu en commission, je disais donc l'abandon de certains patients, l'absence de réelle enquête de personnalité en comparution immédiate, aggravée par les peines planchées, fait que sont envoyées des personnes malades en détention. Détenus, personnel pénitentiaire, administration, tous soulignent la gravité du problème. Dès lors, un programme de construction d'unités d'hospitalisation spécialement aménagées, chargé d'accueillir les détenus souffrant de maladies psychiatriques graves, a été mis en place. Avant la loi du 9 septembre 2002, la règle était que les détenus gravement malades étaient placés dans les unités pour malades difficiles, qui sont maintenant au nombre de 10, 656 lits, je le rappelle. Or, le programme de construction de 17 unités d'hospitalisation spécialement aménagées, dont la première tranche devrait s'achever fin 2014, comportera à terme 705 lits. Il est donc pour nous risqué d'attendre l'incarcération pour que le malade soit correctement pris en charge. Cela conduit à faciliter l'incarcération pour les personnes gravement malades, mettant à mal et nos principes et les conditions de détention et de travail des personnels pénitentiaires qui doivent gérer ces détenus très difficiles. Il faut s'interroger sur un basculement éventuel des unités d'hospitalisation vers les unités pour malades difficiles. Le problème de surpopulation carcérale est complexe. Toutefois, dans le droit fil du rapport, je proposerai plusieurs pistes. Il faut mettre un terme au scandale des peines planchées qui engorge les prisons de petits délinquants et revenir à l'individualisation des peines. Il faut en finir avec les courtes peines qui encombrent nos prisons avec des effets néfastes sur la récidive, comme le montrent toutes les études publiées depuis plusieurs années. Mieux vaudrait contraindre une personne à suivre des soins en addictologie et faire des travaux d'intérêt général que de le mettre en prison pour conduite en état alcoolique. C'est aussi tout l'intérêt de la peine de probation proposée par la conférence de consensus. Il faut également réformer la comparution immédiate et notamment mettre fin au mandat de dépôt quasi automatique, même pour de très courtes peines. En tribunal correctionnel, pour ces courtes peines, le mandat de dépôt est impossible. Pourquoi l'est-il en comparution immédiate ? Il faut renforcer les moyens alloués pour les peines alternatives. Tous nous souhaitons que la prison reste une peine parmi d'autres, mais cela nécessite que ces autres peines soient correctement financées et prises en charge par la collectivité. Il faut systématiser la libération conditionnelle qui donne de bons résultats. Pour rappel, les risques de recondamnation délibérée n'ayant bénéficié d'aucun aménagement de peine demeurent 1,6 fois plus élevés que ceux des bénéficiaires d'une libération conditionnelle. Une peine de prison, pour être efficace, doit s'effectuer en partie en milieu ouvert afin de permettre la réinsertion. Arrêtons donc de mettre des moyens pour de nouvelles places en prison et utilisons ces moyens pour renforcer les SPIP, par exemple, et les aménagements de peine moins coûteux et plus efficaces. Faisons un moratoire sur la construction de nouvelles places. Madame la ministre, je souhaiterais que vous confirmiez le calendrier et le périmètre de votre grande loi pénale. Vous avez dit votre désaccord, ici même à cette tribune tout à l'heure, avec le numerus clausus. Je voudrais vous entendre pour savoir comment vous pensez néanmoins enrayer l'explosion carcérale. Et pour conclure, je voudrais aussi réitérer à cette tribune le soutien des écologistes à la réforme de la politique pénale que vous avez annoncée dès votre entrée en fonction et que nous espérons très bientôt mise en débat ici au Parlement. Merci.